Avec nous dans cette Rêve Souveraineté également Sébastien Massard, bonjour. Bonjour. Merci de nous rejoindre. Vous êtes le directeur de la stratégie chez Dassault Systèmes et manifestement, vous n'êtes pas vraiment tout à fait sûr que la pédagogie existante puisse servir à ces différentes transformations dans le monde actuel, puisque vous avez rédigé un manifeste pour une école du management dans l'inconnu. D'où vient cette idée? Alors effectivement, nous réfléchissons beaucoup aux nouvelles modalités de management et aux formations associées parce que, nos différentes entreprises, doivent compter, désormais avec un contexte et nos sociétés qui est, les limites planétaires, les nouveaux cycles technologiques qui sont très, très rapides, des nouvelles forces, géopolitiques également et puis, les aspirations, des citoyens et des personnes. Et en fait, quand on réunit ces différents éléments, on ne peut pas, pratiquer le management comme on l'a pratiqué auparavant. Il faut réinventer, notre approche vis-à-vis de la complexité, dans un monde, où finalement ça n'est pas l'incertain, auquel on a affaire. C'est, un niveau de complexité bien supérieur que nous on appelle, l'inconnu. Mais Et ça, c'est l'inconnu. très grave. Ça veut dire que, actuellement, l'offre pédagogique, quelle qu'elle soit, et partout dans le monde, est pour vous caduque. Alors, pas complètement, c'est-à-dire il reste des métiers et je pense que, c'est un des éléments clés de notre démarche, autour du management dans l'inconnu. C'est-à-dire la valeur des métiers, c'est que, il y a une transmission entre des personnes, et si je pense, que ça soit des métiers d'artisans, des métiers, de conduction de travaux, des métiers, de biologistes et cetera. En fait, il y a un savoir très, très puissant, qui est transmis, qui est enrichi de génération en génération, mais il n'est pas suffisant de prendre ces verticales métiers. Maintenant, il faut réussir à hybrider les savoirs, c'est-à-dire entre différents métiers. Et l'entreprise est l'endroit où doit se passer cette hybridation. Et donc, le manager, pour que cette hybridation ait lieu, doit apprendre à se comporter non pas en sachant ou en surplomb, il doit accompagner les sachants pour faire accoucher les nouvelles connaissances nécessaires. Donc, Et vous finalement, ça ne rend Ouais. pas caduque, je dirais, les démarches de formation, mais ça rend nécessaire une approche transverse, nouvelle, d'ouverture du regard du manager et d'ouverture du regard des équipes. Ouais, et vous semblez dire aussi qu'il faut absolument persévérer dans ce qu'on a construit par le passé et en l'améliorant, l'optimisant et non pas en faisant table rase de ce qu'on a l'habitude de faire, une invention se substituant souvent, à une autre par le passé. Oui, exactement. De plus en plus, on parle de métamorphose plutôt que d'innovation. En réalité, si vous voyez le régime d'innovation qui a eu lieu, depuis, 50 ou 70 ans, hein, je dirais, c'est, ce qu'on a appelé, la destruction créatrice, c'est-à-dire l'approche, de Schumpeter. Et en fait, on a la conviction qu'on passe à un nouveau régime, de création de valeur, qu'on pourrait appeler la création préservatrice. C'est-à-dire que, face à tous ces inconnus, on ne peut pas, générer des ruptures supplémentaires. C'est-à-dire l'idée, c'est pas de faire de l'innovation de rupture, c'est de faire de l'innovation de réinvention et de remobilisation, des actifs existants. Et je donnerai un exemple simple, quand vous regardez la donnée considérable disponible dans nos entreprises ou nos organisations, en accumulant aussi avec la donnée en source ouverte qui est autour de nos organisations, en fait, on a un patrimoine de création qui est considérable. Est-ce qu'on arrive à l'utiliser à 5-10% de sa valeur? Je ne pense pas à ce stade. Si on arrivait progressivement à s'approcher d'un taux d'utilisation de cette donnée générative dans nos organisations, en fait, on accélérerait considérablement les transitions ou les métamorphoses qui sont requises par les différentes crises qu'on traverse. Et du coup, vous vous, inspirez de ce mouvement, architectural, culturel qui a été le Bauhaus? Oui, alors la démarche qu'on a engagée, c'est à partir de travaux de recherche qui ont été faits depuis, 10 à 15 ans, au niveau, de l'École des mines, de Paris. C'est une chaire qui s'appelle, Théorie et management de la conception et de l'innovation et d'une certaine façon, ces travaux-là étaient cantonnés, je dirais, au bureau d'études ou au métier des ingénieurs et ce qu'on souhaite faire, c'est l'élargir bien au-delà, en disant que finalement la démarche scientifique, c'est-à-dire de se rapporter à un inconnu dans lequel finalement, investir ou créer des projets est la meilleure méthode pour apprendre.
le sujet, c'est pas d'avoir un échec ou un succès dans un investissement, c'est-à-dire est-ce que l'investissement ou le projet dans lequel je m'engage va générer de la connaissance. Et donc, si on se met dans cette logique d'économie de la connaissance, qui est celle du 21e siècle, on doit porter des démarches de ce type-là au-delà même des ingénieurs, dans toutes les fonctions, dans tous les métiers de l'entreprise, que ce soit le droit, la gestion des risques, que ce soit également l'international, etc. Et donc finalement, ou le commercial. Et donc si je mets mes organisations et mes métiers dans cette nouvelle approche, je vais pouvoir apprendre et mon entreprise devient du coup un creuset d'économie de la connaissance. C'est ce qu'on a fait donc à l'école des mines depuis 10-15 ans. On pense maintenant l'élargir et c'est pour ça qu'on a commencé à mobiliser un certain nombre d'entreprises. Je peux citer notamment Renault, SNCF, Urgo, qui sont mobilisés là-dedans et qu'on veut positionner au niveau de l'Université Paris Sciences et Lettres. Hein, c'est le projet pour avoir une hybridation là aussi des savoirs, c'est-à-dire avec la capacité en termes d'humanité, en termes de sciences économiques, en termes d'histoire, etc., que vous avez à Paris Sciences et Lettres, créer cette nouvelle filière de formation. Et donc le Bauhaus des transitions, ainsi qu'on l'appelle, hein, il fait référence en effet à un mouvement qui est né il y a un peu plus de 100 ans en Europe. Qu'est-ce que faisait le Bauhaus? Si on y pense, dans les années 20 en Europe, on était juste après une grande guerre. On devait réinventer la société et aussi mobiliser les savoirs industriels au service de la société et les mobiliser différemment. Et donc, ce qu'ont dit les créateurs du Bauhaus, ils ont dit, il ne suffit pas d'enseigner le style. Donc là, ils repensaient en effet sur les écoles et les formations. Ils disaient, les écoles enseignent le style. Donc, elles enseignent un métier. En fait, ce qu'on doit faire, c'est enseigner à créer le style. Et donc, c'est une nuance qui est extrêmement importante. Et vous voyez que ça résonne avec notre époque. C'est-à-dire, il ne s'agit pas juste d'enseigner les métiers séparément. Il s'agit d'enseigner à créer de la connaissance à l'échelle transverse des différents métiers. Et vous voyez bien, si on regarde la réponse au Covid, à la crise du Covid-19 en 2020-2021, la capacité à faire un vaccin à l'échelle, dans des temps absolument uniques, en mobilisant de la science fondamentale, en mobilisant des capacités logistiques, politiques, etc., etc. À la fin, c'est une hybridation de métiers qui a été faite et c'est d'une certaine façon un paradigme nouveau qui se déploie dans toutes les Mais le Bauhaus, il est à tout le moins européen, si ce n'est mondial. Donc, ça veut dire que ce modèle, vous voudriez en tout cas le propager au monde entier. Est-ce que c'est Oui. possible? Est-ce que vous avez des partenariats déjà dans différentes universités, dans différentes écoles? Alors, on a commencé à établir des liens, notamment en Allemagne, en Irlande et en Italie, avec des universités. Donc là, à l'échelle plutôt européenne pour l'instant, il y a une excellente résonance de ces sujets-là. Il faut le savoir en Europe, notamment, je dirais, à la fois pour des questions politiques ou de prise de conscience, c'est-à-dire qu'est-ce que le continent européen peut apporter face aux crises majeures que traverse notre siècle. Et là-dessus, il ne s'agit pas de créer un modèle qui va s'imposer à tous, mais c'était plutôt d'inspirer au maximum d'autres pour qu'ils créent leur propre modèle, sinon on serait en contradiction dans les termes. Et donc, ce modèle-là, on veut d'abord le réussir en Europe et en France. On est en train de s'en donner les moyens et progressivement, on va le diffuser. Merci beaucoup, Sébastien Massard. Merci d'avoir été avec nous. On a fait un petit coucou dans cette rêve souveraineté. Grand merci.